Bon, est-ce qu'il y a des gens qui parlent chinois dans la salle? Personne? Si? Non, personne? Alors j'ai une anti-sèche parce que sinon, je vais jamais me souvenir. Je vous explique. Alors ça s'appelle, le concept s'appelle... Attendez, le concept s'appelle, je ne sais pas prononcer, hein, Tibei Wing. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est, Tibei Wing? En fait, je me suis posé la question, on m'a toujours dit que la médecine chinoise, c'était une médecine qui était faite pour prévenir et qu'on soignait avant que les gens soient malades. Donc, j'ai demandé au LLM, je lui ai dit, bon, si normalement en médecine chinoise, on te soigne avant que tu sois malade, ils sont surpris parce que j'ai écrit un fil rouge avec un truc très institutionnel et c'est pas du tout ce que je suis en train de raconter. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'était prévu. Ouais. Donc, concrètement, je me suis dit, en Chine, ils doivent avoir mis en place un truc qui ressemble à ça et ça doit être vachement bien. Et bah pas du tout. Et pas du tout, et alors quand je dis pas du tout, c'est pour comparer au marché européen, parce que la deuxième remarque que je me suis faite, c'est tu vas arriver en retard, tu verras pas la première table ronde. Ce qui s'est produit, comme ils sont tous balèzes, ils vont tous donner des chiffres, donc si toi tu donnes des chiffres en introduction, ils vont contredire tout ce qui a été dit avant. C'est probable. Hein. Alors j'ai regardé les chiffres pour la France, l'Europe, tout ça, et la Chine. Ben, la Chine, les estimations du potentiel de marché de toute la Chine, c'est entre 0,9 milliards et 5 milliards maximum en fonction des estimations qu'on trouve. Pourtant, autant que je sache, ils sont nombreux et ils ont une médecine qui est censée soigner avant. Et en fait, quand on regarde, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est bien intégré dans le schéma directeur des institutions chinoises. En revanche, les entreprises en ont rien à foutre, très clairement, et donc c'est pas financé. C'est pas financé, c'est pas organisé comme ça, et le seul truc qui soigne, c'est les maladies professionnelles pour les gens qui sont dans les usines, les chantiers et tout. Et il y a même 1500 entreprises qui ont été suspendues d'activité parce qu'elles respectaient pas ça. Mais ils financent pas la santé numérique, ils financent pas tout ça. Voilà. Alors je me suis dit, commencez ailleurs. J'ai entendu un ratio tout à l'heure qui est 12 euros d'économiser pour 1 euro investi. Alors forcément, j'ai cherché un ratio, j'ai trouvé un ratio qui est 1 pour 3, enfin 3 pour 1. Et en fait, il vient d'un chiffre d'une étude américaine de Baker et je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai l'anti-sèche, mais je vais arrêter de vous gonfler avec ça. Ouais, voilà. Qui disait qu'on économisait 3 quand on investissait 1, et après ils ont réétudié et ils ont dit on a dit des bêtises. Voilà. Ils ont dit on a dit des bêtises, on n'est pas sûr du chiffre. Donc je vais ranger mes chiffres maintenant. Ah bah, c'est ce qui est marqué dans Claude. C'est ce qui est marqué dans Claude, je sais pas. Voilà. Bon, et j'ai regardé le marché européen et la France surtout, et ce que je constate, c'est qu'on est à peu près à 2% des dépenses de santé investies dans la prévention en France. Et après, je la ferme parce que les gens intéressants, c'est eux. Moi, on investit à peu près 2% dans la prévention. Je crois que les dépenses de santé, ça doit être 333 milliards, et il y a 2% de ça qui sont investis dans la prévention. La recommandation de l'OMS, c'est 5% des demandes, autant que je le sache. On est vachement en retard. On est très en dessous de l'Allemagne, de tout un tas de pays, donc je me suis demandé pourquoi. Et moi, j'ai pas la réponse, mais eux, probablement, oui. Donc, je vous présente d'abord Jérôme Crest, qui est CEO et fondateur d'Olivia, et une boîte qui travaille sur la santé mentale pour qu'on passe pas tous en burn-out. Amandine Mamelin, qui a beaucoup d'expérience dans les systèmes de santé publique et comment on peut financer tout ça. Moi, ça m'intéresse, je veux savoir qui paye. Au final, on a discuté de quelque chose, je veux savoir qui paye. Et Souad Balou, qui est directeur de la stratégie de Viloteam Solutions, et eux, ils fournissent des solutions de prévention d'entreprise. Donc, normalement, il sait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien résumé. Donc, après, je vais distribuer la parole. J'ai une anti-sèche, mais j'essaie de faire de mémoire, mais c'est compliqué. Donc, je vais passer la parole à Jérôme d'abord. D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Olivia, nous définir un peu ce que fait Olivia? Et puis, comment toi, tu vois ça sur la santé mentale, le care, comment tout ça va se développer? Avec quel sou? Bonjour à tous. Donc nous, Olivia, notre mission, c'est de changer le regard des organisations et de leurs salariés sur la santé mentale et de permettre à chaque salarié d'en prendre soin au quotidien. Donc on parlait beaucoup d'obligations réglementaires. Donc l'obligation légale, c'est la prévention des risques psychosociaux. Quand on regarde l'obligation, finalement, c'est une obligation de moyens. La plupart des entreprises mettaient notamment à disposition des lignes d'écoute psychologique. On a commencé, nous, au moment du Covid, les DRH nous appelaient et disent voilà, tout le monde est en souffrance, mais la personne qui appelle la ligne d'écoute, ça ne marche pas.
Donc ça cochait une case, ça permettait de répondre à cette obligation, mais concrètement, pas d'impact, pas d'usage. Et donc nous, on a creusé ce sujet en créant des liens. Et on s'est rendu compte que ce sujet est assez complexe. Le premier, c'est un sujet de stigmatisation, c'est aussi un sujet de tonalité, parce que quand on parle de risque psychosocial, ça veut dire que je gère le risque, le travail peut générer de la souffrance. C'est pas forcément le bon prisme pour faire la prévention. Ils vont me dire, on veut prendre soin de votre santé mentale. Vous avez tous une santé mentale au même titre que votre santé physique. Comment est-ce qu'on arrive à déjà changer ce regard-là? Et du coup, quand on change ce regard, comment est-ce qu'on met à disposition des outils qui sont mieux qu'une ligne d'écoute qui est froide, qui est impersonnelle, et qui demande de parler à un psychologue. Parler à un psychologue, c'est pas une démarche qui est très simple, c'est hyper impliquant. Donc voilà, donc finalement, Olivia, le but c'est comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser des organisations, comment on change ce regard, comment on permet aussi aux managers d'en faire un outil managérial, parce que créer de la sécurité psychologique, c'est dans le rôle du manager. Si vous demandez 90% des managers, vous diront, je sais pas ce que c'est la sécurité psychologique, qu'est-ce que j'en fais dans mon management. Et surtout, comment est-ce qu'on met à disposition des espaces confidentiels qui soient plus puissants que des lignes d'écoute et qui vont permettre d'accompagner les salariés en prévention et démontrer après aux RH, aux assureurs, qu'on a de l'impact. Voilà. Et donc ce marché, on a beaucoup parlé d'inflexion, mais ce marché s'est structuré depuis 6 ans. Il y a 6 ans, quand on parle d'un DRH, la première réflexe, c'est que je n'ai jamais utilisé ce terme de santé mentale dans mon organisation. Depuis 6 ans, le Covid, la grande cause nationale, on est passé d'une question réglementaire plus à un engagement sociétal, mais de là à payer, on a beaucoup parlé des ROI. Moi, je prends toujours beaucoup de précautions sur les ROI canadiens et américains. Les États-Unis, ils payent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de frais de santé qui sont portés par les entreprises. Donc il y a des vraies incitations financières à la prévention qui n'existent pas en France, donc il faut toujours faire très attention. Donc même si on change le regard, c'est difficile quand même de faire payer les DRH, les DG, des directions financières sur ces sujets. Soit pour compléter ça, d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Big Optim Solutions? Je vais demander. Parce que... Et puis, attends, je finis juste ma question. Et après, puisqu'il dit que c'est difficile d'entrer dans les entreprises, comment on entre dans les entreprises? Et dans lesquelles? Les petites, les grosses, qui payent, par où il faut passer ou pas? C'est ce qui permet d'accélérer. Ouais, c'est une seule. Vous avez 1 heure. Je suis directeur de stratégie de développement. Big Optim Solutions, en fait, on a développé un accompagnement qui est basé sur le changement de comportement santé. Donc on est plutôt dans la santé globale, que ce soit physique ou de santé mentale, et on a un rôle dans ce qu'on a développé, c'est d'un côté aller de la détection jusqu'à en fait l'accompagnement au long terme. C'est vraiment un sujet qui est important. On a entendu ce matin, il y a beaucoup d'enjeux sur la détection, il y a beaucoup d'enjeux sur la première prise en charge, la prise en charge des problématiques graves, mais il y a aussi le long terme et qui est important pour les entreprises. On a plusieurs spécificités. En fait, la première, c'est qu'on a allié digital et humain. Donc, en fait, c'est très bien. Parce que de toute façon, ça part d'un constat. Le digital tout seul, c'est très bien pour détecter, c'est très bien pour orienter, mais c'est pas bien pour le suivi à long terme. Ça marche pas, on a vu. On a démarré par une expérimentation de 2 ans sur 15 000 personnes. Donc c'est ce qu'on a fait au départ. La deuxième spécificité qu'on a, c'est qu'en fait, on s'est toujours basé sur ROI, mais le ROI n'est pas juste de l'argent, c'est de la valeur en fait. Et quel est le partage de valeur qu'on a sur la prise en charge sur tous les acteurs impliqués là-dedans. Et la troisième spécificité, il a dit tout à l'heure Samuel, avant de partir, je pense qu'il est parti, c'est en fait il y a un marché de DTX qui est en train de se former en France. Et nous, en fait, on a aussi, pour chercher un modèle économique complémentaire, c'est d'aller vraiment vers cette partie-là. Donc on a mis un Quality Management System en place, on va passer dispositif médical et on va passer à l'étape d'après qui est chercher le modèle là-dedans. Et pour reprendre à tout le reste des questions. J'en ai d'autres après. En fait, est-ce que nous on travaille avec les entreprises? Oui, mais en fait on n'a pas une entreprise, on n'a pas une typologie d'entreprise, on a des entreprises différentes avec des problématiques différentes et on a en fait, vu qu'on adresse une globalité, Charlotte l'a dit tout à l'heure, le but c'est aller convaincre la tête de l'entreprise qu'il y a des éléments importants. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut donner un tableau de bord, mais les tableaux de bord, il faut qu'ils soient
reproductible sur plein de solutions. Moi, j'ai donné mon tableau de bord de ma solution. Je pense que pareil. En fait, mais en revanche, on n'a pas de cadre commun de KPIs qui va permettre. En fait, ils sont habitués à piloter par les KPIs dans la boîte. Les objectifs, les key reasons, comment on fait. Et en fait, ils n'ont pas cet élément-là. En fait, il n'existe pas sur le marché français. Donc, en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pour dire, au lieu d'insulter l'obscurité à une bougie, en fait, on a mis un premier tableau de bord qui est ce qu'on appelait la calculette de gain. Calculette de gain, c'est simple. En fait, on a 10 ans de recul. Et sur les 10 ans de recul, on montre aux entreprises, en fait, combien ils peuvent gagner. Donc, on a parlé de l'évitement, de problématiques. Combien ils peuvent gagner, mais pas que sur la santé. Et en fait, aussi sur tout ce qui est prévoyance, absentéisme perlé, parce que, en fait, quand ça dépasse 3 mois, c'est, entre guillemets, plus leur problème, parce que ça va passer en paiement chez l'assureur. Mais en revanche, en fait, la perturbation de l'entreprise, surtout des petites et moyennes entreprises, c'est compliqué. Et en fait, donc on est entré par cette porte-là pour les entreprises et on est entré par des solutions différentes et différenciées. C'est-à-dire on n'est pas venu avec une solution. Regardez, ça, one size fit all, voilà, ça marche pour tout le monde. Donc en fait, vu que notre solution est à rediscuter avec eux sur le dimensionnement, et troisième point important en fait dans l'entrée dans l'entreprise, c'est un peu la notion de partenariat. En fait, je ne vais pas faire une redite de ce qui a été fait dans la première table ronde, mais en fait c'était très très bien, puisque du coup en fait on a parlé du fait de dire qu'il y a un écosystème. En fait, il y a un adressage global, il y a une vision globale, et en fait il y a un partenariat entre l'assureur, qui, lui, il va assurer les personnes qui sont là, donc du coup, il veut s'assurer qu'ils sont en bonne santé, parce que comme ça, ils payent moins. C'est moins cher. Exactement. Et, il y a des assureurs dans la salle ils sont pas. Non, j'ai vu arriver à la petite. Et deuxième point qui est important, et c'est super important pour le deuxième, en fait, sur cet écosystème, c'est l'entreprise, sauf que dans l'entreprise, on n'a pas un seul interlocuteur. En fait, on a des RH, on a pas mal de choses qui sont dans la prévention, que ce soit prévention de risque au quotidien, santé, mentale, tout ce qu'on veut. Mais en fait, on n'a pas une stratégie globale qui est mise en place avec un coordinateur de toutes les actions là-dedans. Donc du coup, on essaie de créer un partenariat pour dire, tiens, nous on est sur la santé globale, on est dans l'orientation sur éventuellement d'autres solutions qui existent, et que l'entreprise a payé éventuellement, mais qui ne sont pas utilisées comme il faut parce que justement il n'y a pas cet adressage-là. Et en fait, il y a aussi un élément important, c'est qu'on peut faire un feedback, donc bien sûr sans détail, mais en fait on sait quelles sont les vraies problématiques. Je vous donne un exemple, en fait dans une entreprise, ils ont cru que leur problématique était la sédentarité parce que c'était des ingénieurs qui sont machin, donc enfin on a tous les clichés, même côté RH qu'ils avaient en tête, et en fait on s'est rendu compte que c'était la problématique plutôt de la santé mentale et du burn-out qui était l'élément qui était le plus important pour eux. Et en fait ça a permis à l'entreprise d'orienter un peu les efforts qu'ils vont faire pour chaque élément de prévention. T'as d'autres questions après, t'inquiète pas. Alors, il a parlé de tout un tas d'offres, Amandine. Tu la vois comment, toi, l'offre? Il y a un peu de recul là-dessus. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, c'est pourri, c'est bien, c'est... Alors, aujourd'hui, le marché de la prévention en santé au travail, elle est pléthorique. Elle est en pleine expansion, on l'a dit précédemment, multiplication des acteurs, diversification des solutions. On peut l'estimer à plus de 1500 acteurs, avec des outils numériques, des services physiques ou des combinaisons des deux. Mais ce marché est quand même assez bipolaire. Par exemple, 80% des solutions... Il y en a qui traitent ça. 80% des solutions premium sont utilisées seulement par 15% des entreprises.
voilà, 60% des PME n'ont aucun outil de prévention numérique. Donc, oui, l'offre existe, l'offre est complète, mais donc presque tous les risques professionnels majeurs sont couverts par au moins une solution. Voilà, les TMS, les RSPS, les produits chimiques, enfin, tout ce dont on a en tête. En revanche, toutes les solutions ne sont pas accessibles et l'efficacité varie énormément d'une solution à l'autre. Pour moi, le problème majeur reste quand même l'interopérabilité entre les outils. J'ai envie de dire trop d'outils, pas assez de synergie, mais ça c'est valable aussi pour la santé curative. On le voit bien avec l'hôpital et la ville qui n'arrivent pas à communiquer. Le problème, c'est que les entreprises qui utilisent des outils de prévention en utilisent en moyenne 5 à 7 différents. Ce qui est quand même beaucoup, mais aucun standard ne permet l'échange de données et d'informations entre les solutions. On ne peut pas croiser les données d'une application à une autre, d'un outil à un autre, ce qui est compliqué parce que on perd en efficacité finalement et surtout on manque de données consolidées pour pouvoir faire de la prospective et pouvoir avancer aussi sur ces sujets. Le second problème pour moi, c'est aussi le fossé qualitatif. Il y a beaucoup de solutions qui ne coûtent pas très cher, qui sont voire même parfois gratuites, mais bon, on le sait tous, hein, quand c'est gratuit, c'est nous le produit, donc coûte de ça. Et en plus de ça, la qualité est vraiment pas toujours dingue. Voilà, ça manque de validation scientifique, il y a des biais algorithmiques, donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? À ce jour, seulement 20% des outils ont été évalués par des études indépendantes, ce qui est quand même très peu. Et on peut totalement se dire que si un outil n'a pas été validé, pourquoi son financement serait pris en charge par la collectivité ? Après voilà, hein, ça entraîne également comme conséquence la méfiance des médecins du travail, des salariés. Aussi, il faut se méfier du risque de désinformation parce que, mine de rien, on est en pleine guerre de l'information. Et aussi, on peut voir que presque tous les risques sont couverts, sauf pour certains métiers. Par exemple, seulement 10% des solutions sont adaptées aux métiers manuels. Et le dernier point pour moi se pose aussi le problème de l'éthique et de la surveillance. Selon l'étude de Malakoff Humanis de 2025, 30% des salariés déclarent se sentir surveillés. Et est-ce que ça aussi, ça n'accrue pas le risque de mauvaise santé ou de dégradation de la santé, notamment mentale au travail ? Et puis, voilà, manque de transparence sur l'utilisation des données de la part de certains outils, ce qui est problématique aussi et ce qui produit beaucoup de défiance, que ce soit de la part de l'entreprise ou du salarié qui va utiliser ces outils numériques. Merci. Alors, je vais donner, c'est pas prévu non plus, mais je vais donner un tout petit retour d'expérience par rapport à ce que tu donnes là. Au moment du Covid, moi j'ai une boîte d'une centaine de personnes. Et en plus, c'est une boîte de digital, donc tout le monde est à distance. Et maintenant, avec le télétravail, tout le monde se dit bonjour par Zoom 3 jours par semaine. Donc, on est vite réglé. Et sur le coup, je me suis dit, tu vas te retrouver avec des gens, comme le soulignait notre camarade tout à l'heure très justement, tu vas te retrouver avec des gens qui sont en burn-out ou qui sont pas bien et qui sont enfermés chez eux dans 8 mètres carrés et tu peux pas savoir parce que tu es à distance. Et même si tu as des prémices, tu n'es pas sûr d'identifier le truc. Enfin, j'ai vécu la même... Et donc, j'ai acheté une solution qui s'appelle Zest, qui est un truc, sans faire de pub pour personne, il y en a d'autres, qui permet de recevoir un feedback des gens et de faire des analyses comparatives dans le temps pour vérifier comment est leur état d'esprit, alors vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis d'eux-mêmes et leurs manques, etc., etc. Et le premier retour que j'ai eu du CSE, parce qu'au-dessus de 50 personnes, on a un CSE, le premier retour que j'ai eu, c'est « mais on ne saura pas que c'est moi ».
Alors qu'en réalité, la velléité que j'avais, c'était de mettre en place un lien entre les salariés et les dirigeants de l'entreprise pour qu'on puisse aider les gens si jamais ça déconnait et qu'on s'en rendait pas compte. Et ben, la réalité, c'est que leur premier souci au niveau du CSE, et ça s'est propagé beaucoup, c'était, mais alors, j'ai 2 grosses équipes de 40 personnes, puis j'ai des petites équipes comme tout le monde qui gèrent l'administratif, des choses comme ça. Dans une équipe de 4, où il y a un seul garçon et 3 filles, peut-être on va l'identifier même si c'est des statistiques. J'ai eu des tas de questions comme ça. Voilà, je voulais préciser ça parce que ça me paraissait important. Dans ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, alors il y a des solutions pour tout, il y a plein de trucs, mais la question c'est, si on voulait accélérer aujourd'hui, alors je vais te reposer la question à toi, soit en 3 mots, si on voulait accélérer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus d'argent public, il faut des réglementations, il faut... Alors j'ai compris qu'il fallait des KPI et des tableaux de bord, ça j'ai bien compris et je pense que le plus soit, mais au téléphone tu m'as même dit qu'il fallait pouvoir les comparer. Voilà, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer aujourd'hui? En fait, c'est tout ce qu'on a dit depuis ce matin, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La problématique de data est importante, hein. Ça veut dire vraiment séparer l'Église et l'État, c'est important. Ça veut dire c'est pas mon assureur, parce qu'on travaille beaucoup avec des assureurs aussi, donc c'est pas l'assureur qui a récupéré les données de santé de la personne. C'est important de vraiment insister là-dedans, surtout en France où on a encore heureux, en fait on tient beaucoup à cette notion-là. Ce qu'il nous faut, en fait, le tout, mon capitaine, c'est-à-dire d'abord des KPIs qu'on est capable de déterminer pour n'importe quelle solution. N'importe quelle solution. Je suis d'accord, en fait, on n'a pas de problématique d'offre. On a de l'offre de partout pour les entreprises. En revanche, aller juger une solution par rapport à une autre, c'est très compliqué. Comme pour les médicaments, en fait, on juge sur des critères. Et ces critères-là, il faut que ce soit vraiment des critères admis par tout le monde et qui sont applicables à tout le monde là-dedans. Le deuxième élément, c'est en fait la collaboration. En fait, ce qu'il nous faut, c'est sortir du fait de dire je suis assureur, par exemple, et du coup, tout ce qui m'intéresse, c'est la santé, donc c'est les dépenses de santé. Je suis assureur public, hein, donc la CNAM, et je dis je suis en train juste de gérer les dépenses et je ne regarde pas ce qui est le gain global pour tout le monde. Une personne qui n'arrête pas de travailler, une personne qui est en meilleure santé déjà de façon globale, qui retarde une maladie, et en fait ça profite à tout le monde. Sauf qu'on n'a pas ça, on a une notion où chacun travaille pour le gain, pour lui, l'entreprise en premier, mais aussi l'assureur, après l'assureur global. Donc en fait on a éventuellement, ce qui peut être mis en place très rapidement, c'est un écosystème entre les branches professionnelles, l'assureur et l'entreprise. Et là, en fait, sur branche professionnelle, assureur, entreprise, c'est un trio qui marche parce que les trois ils poursuivent le même objectif, mais avec des gains partagés sur l'un et l'autre. En fait. Et ça nous permet de toucher des personnes qui sont dans l'entreprise, qui vont aller peut-être après-demain à la retraite, mais qu'on ne touchera pas par des solutions premium qui arrivent avec des personnes à payer une solution là-dedans. Et le troisième élément qui est important, en fait, le partage de valeur doit être partagé, doit être piloté donc, par les KPIs, mais en fait, par aussi ces acteurs-là. Ça veut dire qu'une mutuelle peut proposer d'être partenaire avec la branche professionnelle et avec l'entreprise pour mettre en place un écosystème de solutions. Et alors on parle de plateforme, de machin, ok, ça c'est des solutions techniques, mais ce qui est important, c'est une organisation à l'intérieur de l'entreprise et du coup pour le payeur aussi, qui que ce soit, qui est beaucoup plus lisible pour ne pas avoir des solutions non utilisées ou tout simplement non utiles à l'entreprise. Merci. Et la puissance publique, elle en fait assez, elle n'en fait pas assez. Théoriquement, elle est censée voir à long terme, donc si ça rapporte plus tard, on devrait avoir, je sais pas. Moi, j'arrive jamais à les joindre au téléphone, donc vous y arrivez. Levez les mains de ceux qui arrivent à joindre la CNAM au téléphone. Je savais. Ah cool. Il y en a une. Ou il y en a une seule de net. Non. Oh merde. T'en penses quoi?
Alors elle en fait assez, elle en fait pas assez, tout est une question de plan de vue et de budget, hein, c'est toujours pareil. Il paraît que c'est un problème, oui, de voter les budgets de la Sécu, je sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que la France, quand même, dispose d'un système de prévention en santé au travail parmi les plus structurés du monde. On a un cadre légal, on a des acteurs publics dédiés, on a des financements publics qui sont quand même assez importants. Voilà. La puissance publique agit, mais avec les limites structurelles qu'on lui connaît. Pour moi, il y a trois quand même problèmes majeurs qui persistent. C'est que notre système de santé est plutôt réactif que proactif. C'est-à-dire que tout ce qui est sécurité sociale, les CARSAT, etc., interviennent surtout après un accident ou une maladie. Par exemple, en 2025, 80% des actions de prévention, des CARSAT notamment, concernent des entreprises déjà en difficulté. Donc ça a pour conséquence en fait que le délai moyen entre l'identification et l'identification d'un risque et la prise en charge se situe entre 3 et 5 ans. Donc en fait, le malade meurt guéri. Voilà. Pareil, le document écrit d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, 60% des PME le remplissent sans analyser réellement les risques. Donc pareil, est-ce que c'est très efficace, efficient? Bon, voilà. Le deuxième problème majeur, c'est que notre système de santé est très centralisé et peu adapté aux PME, mais également aux nouveaux risques. Actuellement, les outils de prévention sont plutôt orientés et conçus pour les grandes entreprises. Après, dans l'absolu, c'est normal, c'est au moins l'argent pour financer ce type de solution. Alors que les PME, en France, ça représente quand même 99% des entreprises françaises. Sauf que c'est seulement 15% des actions de prévention qui leur sont destinées. Bon, et puis bon, voilà, les nouveaux risques peu ou mal couverts, cyberstress, télétravail, IA, etc. Et la troisième problématique, et non des moindres, le manque de coordination entre acteurs publics et privés. Voilà. Il y a un silotage important entre l'État, la sécurité sociale, les régions, les acteurs privés, etc. Ce qui rend hyper difficile de travailler tous ensemble, ne serait-ce que pour se réunir autour de la table pour parler d'une problématique. C'est pas efficace, quoi. Ça fait des doublons, ça manque d'efficacité, et puis mine de rien, les entreprises sont perdues dans le système. C'est pas leur job en fait de savoir comment ça fonctionne la prévention en santé. C'est à nous qui travaillons en santé de leur dire voilà, il faut faire comme ci, comme ça se passe comme ci, comme ça, financement ici et là. Faut les aider, quoi. C'est comme l'isolation des logements, quoi. Ah. Et je veux pas faire de polémique, hein, c'est juste pour. Seulement 20% des salariés déclarent avoir bénéficié d'une action de prévention organisée par leur entreprise. Ce qui est extrêmement peu. Mais c'est déjà bien. Hein, on va voir le verre à moitié plein. Après, est-ce que la sécurité sociale est un frein au développement de la prévention? Je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'elle a ses forces, hein, qu'on ne va pas redire, mais elle a aussi ses faiblesses. Le système est basé sur la répartition et pas sur la prévention. Ce qui fait que ça repose sur les cotisations et que c'est calculé en fonction des accidents passés et non pas sur... Il n'y a pas encore cette vision qu'on peut partager aujourd'hui sur comment faire pour ne pas qu'il y ait d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'arrêt du travail. En fait, la prévention n'est pas récompensée, entre guillemets, que ce soit financièrement ou reconnu pour l'entreprise. Et ce qui fait que les entreprises, quand il n'y a pas d'incitation à investir dans la prévention, elles vont préférer investir ailleurs, potentiellement ailleurs que dans la santé de leurs salariés. La sécurité sociale, en fait, ne pousse pas à la prévention, elle la subit plutôt qu'autre chose. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est un système qui est trop lent pour les innovations numériques. Il faut savoir que la Sécu met à peu près entre 5 et 10 ans à valider et à rembourser un nouvel outil de prévention. Donc à ce rythme-là, on n'est pas rendu, quoi, entre guillemets. Ça manque de flexibilité, voilà, tout ça on l'a dit, hein, ça manque de flexibilité, ça prend pas en compte les nouveaux risques.
seulement 5% des actions de prévention sont financées par la sécurité sociale concernent les risques psychosociaux. Donc même si la santé mentale est une grande cause nationale, on en est encore un petit peu loin. Et ta dernière question, c'était qui doit prendre en charge la prévention? Eh ben, un peu tout le monde. Un peu tout le monde dans le sens où au niveau de l'État et de la sécurité sociale, réformer, réduire les délais, passer d'un système basé sur les accidents à un système basé sur les risques identifiés, des choses comme ça, créer un pass prévention pour les PME, accélérer l'évaluation des outils numériques, renforcer les sanctions aussi pour les entreprises qui ne font rien, peuvent être des pistes d'amélioration pour réduire les temps et améliorer l'efficience. Après, sur le plan des mutuelles et des assureurs, ça serait intéressant de développer des programmes clés en main pour les PME. Comme ça, au moins, une PME qui souhaite faire de la prévention en santé, eh ben, elle n'a pas à se torturer la tête, elle va voir les assureurs. Bon, bah voilà, j'ai envie de faire ça, comment on fait? Ah bah très bien, on a tel et tel dispositif, telle et telle solution, tel et tel outil que nous on a validé. Et, au moins, ça leur enlève un poids de charge mentale. Après, soit d'en parler tout à l'heure, créer des partenariats avec les acteurs publics, proposer des solutions aussi pour les indépendants, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants en France, et eux, en général, c'est un peu les laisser pour compte de la santé en général, et encore plus de la prévention. Et au niveau des entreprises, on l'a dit sur la table ronde précédente, intégrer la prévention dans la stratégie RH, utiliser les données pour cibler les risques, enfin voilà, les tableaux de bord RH qui agrègent les données, ça marche bien aussi, ça permet de voir les zones à risque, et puis former les managers à la prévention, ça c'est crucial aussi. Merci. Voilà, moi, juste pour donner un tout petit retour d'expérience, vous ne savez pas, parce que on s'en fout. Je suis business angel dans le secteur de la santé. Moi, ce que je constate, c'est que la mécanique à la Sécu, qui consiste à accréditer comme remboursable les applications numériques, pour l'instant, c'est long et ça refuse tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais il y a eu beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Voilà. Bon, Jérôme, toi, tu es une plateforme numérique, enfin, tu diriges une plateforme numérique. Moi, j'ai deux questions. D'abord, la première, c'est le numérique, il a amené quoi? C'est marrant parce qu'on a tous un dénominateur commun, on s'est tous dit, c'est après le Covid, la santé mentale, tout le monde s'est barré en sucette, etc. D'accord? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte qu'on n'avait pas avec les usages précédents? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, bon, ça a échappé à personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de CGDIM dans la salle? Je veux pas d'embêtement. Bon, il est parti, on peut y aller. Ils se sont fait piquer des données, t'es au courant? Bref, les hackings, mais j'ai dit une connerie, les hackings sont assez fréquents, on parle beaucoup du RGPD, de la donnée de santé. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que si tu ne peux pas avoir de données précises sur la personne que tu traites, tu ne peux pas personnaliser le traitement. Voilà, c'est à la louche comme ça, on travaille dans le numérique depuis 40 ans. Tu ne peux pas personnaliser le traitement, donc ça offre des limites. Comment vous gérez ça, en fait? Voilà, mes deux questions, c'est ça. Le numérique, ça apporte quoi? Et comment on se débrouille sans la donnée de santé? Parce que c'est pas uniquement le problème des plateformes numériques, hein. Tous les services un peu modernes de santé qui se développent se heurtent à la difficulté de disposition de la donnée. Comment on fait? Sur la première question, sur le numérique, ça a beaucoup d'impact parce que ça permet déjà d'augmenter la portée. Déjà sur la sensibilisation, donc on peut faire la sensibilisation à l'échelle. Nous, tous les mois, on a par exemple des webinaires qui couvrent des centaines de milliers de salariés, donc on fait la sensibilisation à l'échelle par le numérique. Sur la détection, on a beaucoup parlé de la détection précoce, donc comment répondre à des questionnaires qui soient validés, qui permettent d'avoir finalement un panorama pour le salarié lui-même, mais aussi pour les entreprises de savoir ce qui se passe. Donc ça permet d'affiner des prises de conscience, des plans d'action, donc ça c'est super avec le numérique. Ça permet aussi de personnaliser, donc on va revenir sur la donnée, mais si j'arrive sur une plateforme où j'ai le choix entre 100 psychologues, 1000 contenus, alors je commence, donc là du coup les personnes vont fermer l'application, elles vont lâcher le morceau, c'est trop compliqué, je ne sais pas où aller. Donc comment je personnalise en fonction d'un contexte, d'une problématique, comment je prends les personnes par la main, comment je crée la progressivité aussi par le numérique, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais la démarche d'un psychologue elle est compliquée, donc comment le numérique permet cette progressivité
donc quelque chose qui est assez stigmatisant, qui est complexe, et donc tout ça, c'est permis par le numérique. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même qu'il y ait des professionnels de santé derrière, qu'il y ait des psychologues derrière, qu'on ait des systèmes d'évaluation des risques, et qu'on puisse du coup renvoyer vers l'humain, qu'on puisse renvoyer vers l'organisation, parce que l'accompagnement individuel, c'est pas en soi, il y a des sujets organisationnels, des sujets systémiques, comment le numérique permet d'augmenter la détection, mais aussi faire un lien avec la médecine du travail, faire un lien avec des psychologues qui sont sur nos plateformes, faire un lien avec le DRH sur les sujets organisationnels. Donc voilà, c'est comment on pense aussi le numérique dans des logiques de parcours, et ces parcours ils sont amplifiés et démultipliés par le numérique, mais il faut surtout que le professionnel de santé soit là avec les bons déclencheurs, avec les bons systèmes de sécurité, avec le bon traitement de données. Et donc là, pour répondre à ta deuxième question, moi je vois plutôt le RGPD, donc le RGPD c'est une contrainte, mais c'est aussi un cadre qui est hyper sécurisant. C'est un des meilleurs cadres mondiaux, hein, et donc concrètement, le RGPD demande quoi? Il demande à dire, vous avez des traitements, ces traitements ils sont sur quelle base légale? Donc est-ce que aucun consentement des salariés? Est-ce que c'est une base d'intérêt légitime? Quelle est la finalité de ce traitement? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire avec les données? Et surtout, il y a des logiques de minimisation. Donc est-ce que vous avez besoin vraiment de cette donnée pour vos parcours? Est-ce que vous avez besoin de la garder pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans? Donc ça crée un cadre qui est assez rigide, mais qui est super important. Quand on est dans ce cadre, du coup, ça crée de la confiance. Parce que je vais collecter des données de santé. Je collecte des données de santé en France, on doit être sur des serveurs qui sont HDS, donc hébergeurs de données de santé, c'est un niveau de certification supplémentaire. Nous, on challenge tout le temps sur ces sujets de sécurité, qu'est-ce qui se passe avec mes données, les fuites de données. Mais une fois qu'on a fait ça, personne ne lit les politiques de protection des données, alors en tout cas pas les salariés. Et donc c'est un enjeu de marketing et de communication interne, comme avec les salariés pour Zest. Le sujet, nous, c'est comment on aura des partenaires sociaux pour leur expliquer que c'est anonyme, que c'est agrégé, qu'on a besoin des données de santé, que ça crée de la valeur. Mais par contre, l'employeur, il a accès à des données agrégées, on leur montre les tableaux de bord, on est transparent, on les rassure. On explique aussi tous les systèmes de remontée d'alerte, le fait que nous, il y a des systèmes de remontée d'alerte avec le consentement du salarié. S'il y a une personne en souffrance, c'est une obligation d'aider une personne qui a des idées suicidaires. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ces traitements aussi d'alerte? Donc voilà, il y a tout ça, mais au final, oui, ça existe des fuites de santé, c'est des problématiques de sécurité, mais le RGPD, c'est un cadre sécurisant, très clair, qui permet de dire, voilà, vos données, elles ne vont pas être utilisées pour faire la publicité, elles ne vont pas aller dans les prestataires à droite, à gauche. S'il y a de l'IA, du coup, c'est une IA qui peut être souveraine, ça reste en France, etc. etc. Donc tout ça, ça donne beaucoup de clarté, donc beaucoup de sécurité aussi. Alors, je vais reparler de Zest 10 secondes, parce que moi, il y a un truc qui m'a frappé. Donc nous, on communique les résultats de ce truc-là aux salariés. Et dedans, il y a le Net Promoter Score. Vous savez, le truc marketing, que si tu es au-dessus de 5, tu es déjà balèze. Voilà, mais moi, je savais ça. Mais 80% de mes salariés, ils ne savaient pas que quand tu es au-dessus de 5, on était bien au-dessus, je précise, mais que quand tu es au-dessus de 5, tu es déjà très bon. Et donc, en fait, la lecture des KPI, ils font des moyennes très compliquées, etc. C'était très compliqué d'expliquer aux gens pour qu'ils disent tous de la même façon. Donc, toi, tu parlais de KPI tout à l'heure sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de faire en sorte d'avoir des KPI un peu reconnus, un peu factuels et surtout comparables pour ne pas se retrouver avec... Je vais vous dire pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai regardé les fameux chiffres, là, j'ai demandé à Claude, à Gemini, à tous mes potes, j'ai demandé, et par exemple, sur les programmes de wellness aux États-Unis et au Canada, les trucs très intégrés où l'entreprise prend tout en charge, on vérifie ta fréquence cardiaque, ce que tu manges, ta tension, tout, et au final, le ROI était pas trouvable. En revanche, quand ils sont descendus sur des programmes de prévention santé, sur des métiers très précis, où il y avait un risque, alors soit un risque psychosocial, soit un risque pas du tout psychosocial, un risque très pragmatique, quelqu'un qui travaille dans une usine chimique, etc. Ils sont descendus là-dessus, et là ils trouvent des ROI entre 7 et 11. Voilà, pour les chiffres que j'ai pu trouver. Donc en fait, j'ai le sentiment que plus on se resserre sur des choses extrêmement précises, et plus on arrive à avoir des KPI signifiants pour un DRH comparable, etc., plus on est sur des prises en charge globales, donc il n'y a pas de piège, mais j'ai compris que toi tu étais sur des trucs très globaux, plus on est sur des trucs globaux, moins on a de facilité à prouver. Comment on fait? En fait, non, c'est pas un piège, au contraire, c'est une bonne réflexion. En fait, on sauve beaucoup plus facilement quelqu'un qui est en train de s'étrangler par terre que
que quelqu'un qui n'a pas de problème et qui est assis quelque part. Donc forcément, les chiffres, on peut les faire dire ce qu'on veut selon la population qu'on a. On peut aller se concentrer sur les ALD qui ont pluriproblématiques qui sont vraiment au fond du trou et dire on en a 10, on en a sauvé 3 et du coup on est à 30% en fait. Mais c'est pas contradictoire avec une vision globale de la santé en entreprise. Ça veut dire en fait, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est de ne pas faire de la prévention dans le vent. Ça veut dire, je vais prévenir des choses qui n'existent pas dans mon entreprise parce que c'est la tendance, parce que c'est un élément là-dedans. Et pour ça, j'ai besoin de données, j'ai besoin de détecter de façon globale la santé mentale et physique et les problématiques de mes salariés. Et le deuxième, en fait, je peux créer des cohortes, en fait, des sous-parties. Leur problématique n'est pas de trouver des solutions ou orienter vers des solutions qui existent et qui sont bonnes. En revanche, si je dis que dans mon entreprise, je ne vais traiter que les diabétiques qui sont à 2 doigts de perdre leur doigt de pied parce qu'ils sont vraiment type 2, insulinodépendants, ils ont des problématiques, et je dis là-dessus je vais me concentrer. Pour moi, ce n'est pas une vision de changement de comportement et d'accompagnement préventif pour tous les salariés. Donc en fait, les deux doivent cohabiter, en fait. Mais en revanche, ce qui est très compliqué à mettre en place, c'est le fait de dire que le ROI, il n'est pas court-termiste. On a parlé tout à l'heure de la sécurité sociale, d'investissement et tout ça. Il y en a qui sont là et qui ont connu il y a 10 ans ce qu'on avait subi. Mais en fait, la sécurité sociale, c'est un gestionnaire. Donc en fait, c'est un gestionnaire de dépenses de santé. C'est très bien, on en a besoin, c'est important. Sauf que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer le dogme pour dire, alors, ma responsable de communication n'est pas là, donc du coup, je peux être en libre, parce que sinon, elle n'aime pas. Je donne toujours des analogies. En fait, on a construit des autoroutes dans lesquelles il n'y a pas de glissière, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de contrôle technique, mais on a construit un hôpital tous les kilomètres. Donc en fait, c'est ça le système de soins qu'on a actuellement. Il est basé là-dedans. Donc en fait, aller dire, ok, pour mettre des glissières, pour mettre des règles, pour mettre des règles pour la voiture, des règles pour la personne elle-même, pour l'éduquer à savoir conduire, parce que c'est notre santé, en fait, c'est le bien le plus précieux, en fait, là, il faut investir. Et la sécurité sociale n'est pas là pour ça. Elle a un budget, elle a un trou, et elle a un trou qui se... Pardon, j'ai coupé ma... Coupez, on va la faire. Émile, si tu m'écoutes... donc en fait, c'est Sors de ce corps. C'est ça qui est vraiment problématique qu'on a. Et en fait, dans l'entreprise, on a une chance, c'est que dans l'entreprise, si on a une prise de conscience, le pilotage, les KPIs ne doivent pas être juste financières. Donc en fait, la partie comme ZEST, c'est-à-dire vraiment savoir quel est l'état vraiment psychologique, comment on est là-dedans, il y a plein de scores qui peuvent cohabiter dans cette plateforme de KPIs qu'on met en place. En revanche, pour la France, d'une façon globale, si on ne peut pas comparer les carottes et les patates, forcément on ne peut pas comparer des solutions qui ont des résultats différents. Avec toutes les bonnes volontés au monde, avec les startups qui montent, il y en a qui ne sont pas efficaces, ça ne marche pas. Et là, en fait, il y a un élément qui peut être assez intéressant, c'est oui, on ne va pas se faire rembourser par la sécurité sociale. On en a 2 qui sont passés encore au chausse-pied et c'est toujours pas le prix, on n'a pas le prix là-dedans. C'est ça. Mais en revanche, nous, on fait cette démarche-là parce que, en fait, cette démarche-là nous a permis de nous structurer sur la valeur ajoutée, les KPIs, les éléments qu'on doit mettre, et un élément important, c'est l'éthique. Donc on s'est intégré à Mon Espace Santé, une des premières à se mettre avec Mon Espace Santé. C'est important, ça nous ramène 0 euros. C'est pas du tout des éléments. Et ça coûte. Et ça coûte, bien sûr. Mais en fait, ce qui est important, c'est que dire, on est passé par ces strates de validation éthique.
de ce qu'on fait. La donnée, est-ce qu'on est en frugalité de données? Moi, je ne collecte pas une donnée que je ne vais pas utiliser. Que mon coach activité physique adaptée, s'il n'a pas besoin de la limitation physique, parce que la personne n'est pas en AID pour la prise en charge, ben, il ne va pas le prendre. C'est un élément que... Vous voulez pas briefer Apple pour qu'ils arrêtent les conneries? Bah, alors du coup, nous, on peut toujours briefer, mais ils ne nous écoutent pas. Peut-être Delphine encore peut-être nous accès chez Apple comme à la Sécu. Donc du coup, en fait, c'est des éléments Donc du coup, ce sont des éléments importants. Après, si on revient vraiment sur l'entreprise, en fait, le plus gros, le drame qu'on a en fait sur la partie entreprise, c'est que en fait, on passe par des obligations légales. Les obligations existent, il faut y le faire, machin. En fait, non, il faut passer par le côté positif de la chose et la capacité à changer vraiment la vie dans l'entreprise. Donc, si on change la vie dans l'entreprise, 8 heures par jour, 10 heures, 15 heures pour certains, et pour les entrepreneurs, c'est à peu près 90% de leur temps, bah en fait, on change aussi la société, on change aussi pas mal de choses à Merci. Juste, c'est une toute petite anecdote, puisque Apple récolte les données de santé de Delphine et les miennes. Dans une très grosse entreprise française que je nommerai pas, ils ont lancé un énorme challenge de course. Et donc tous les salariés étaient censés courir, etc., etc. Et je connais très bien la personne qui a gagné. Elle a gagné parce qu'elle a accroché son bracelet au collier de son chien. Voilà. Je ne donnerai pas le nom ni de la personne ni de l'entreprise. Je pourrais donner les deux, mais c'est pas Philippe, si tu nous entends. C'est une fille. Non mais je l'ai dit. Voilà. Alors Amandine, c'est comme ça en France. Toi, tu as pioché beaucoup de données. Je crois que les Pays-Bas, l'Allemagne, ils doivent dépenser à peu près 3 fois plus que nous dans la prévention. Et pourquoi ça se passe comment ailleurs? Eh bien, alors, on va comparer quelques chiffres déjà. En Allemagne, la part des dépenses totales de santé consacrées à la prévention des risques professionnels, c'est 6,8% du budget. Aux Pays-Bas, 5,4%, au Danemark, 4,9%, etc. La moyenne de l'Union européenne, c'est 3,5%. En France, on est à 2,3%. Bonne école. Un peu. Après, pour prendre un peu quand même la défense de la France, c'est directement lié au modèle économique du système de santé, on en a déjà parlé. Par exemple, en Allemagne, c'est un modèle qui est hyper difficile à exporter en France. Le modèle économique de la santé est basé sur les cotisations sectorielles via des associations de branches professionnelles. Les cotisations sont calculées sur les risques identifiés. Il y a diverses incitations financières pour les entreprises, etc. Aux Pays-Bas, la prévention est présentée comme un investissement. Ce qui change tout en termes de vision et en termes de perception du salarié et des entreprises. Là-bas, l'approche est collective. Il y a donc l'État, les syndicats, les entreprises qui financent, qui se mettent autour d'une table, qui en parlent, qui en discutent et qui financent. Il y a aussi les incitations fiscales pour les entreprises. Et aux Pays-Bas, la digitalisation est très poussée également. En Suède, pour prendre un autre exemple, la prévention est vue comme un réducteur d'inégalités. Pas forcément que en santé, mais un réducteur d'inégalités globales. La priorité est mise sur les publics vulnérables, toujours les subventions pour les entreprises. Et en Suède, on utilise massivement les données de santé pour cibler les risques. Donc, on pourrait recommander pour améliorer l'offre en France, si c'est ça la question, approximativement. Pour les entreprises, centraliser les outils, former les salariés, évaluer l'efficacité, surtout, mesurer l'impact. Parce que si on n'évalue pas quoi que ce soit, on ne pourra pas savoir si ça fonctionne ou pas, et si le message délivré ou l'action de prévention en santé touche le bon public. Pour les pouvoirs publics, il y a plein de pistes aussi, subventionner les PME via potentiellement un crédit d'impôt pour justement aider à l'achat de solutions de prévention,
On pourrait aussi envisager un label de prévention numérique avec certification obligatoire, enfin, accélérer l'innovation aussi parce que ça peut aussi passer par là. Enfin voilà, il faut rendre la France attractive pour les startups de la prévention, même s'il y en a déjà beaucoup. Il faudrait que la BPI fasse son coup pour ça. C'est pas moi qui le dis. Balle perdue. Et surtout, renforcer la culture de la prévention, que ce soit des entreprises ou des salariés. Si on n'est pas acculturé à quelque chose, on ne peut pas en percevoir les bénéfices pour soi-même et pour la collectivité. Parce que, mine de rien, c'est nous tous qui payons pour ce sujet-là. Bon, le RGPD, on en a déjà parlé. Et puis, pour les acteurs du marché de cette prévention au travail, standardiser les données, améliorer la transparence pour certains produits. Voilà, on peut penser à la publication de rapports d'impact ou d'études cliniques, des choses comme ça, et cibler les publics oubliés. Cool, merci. J'ai une dernière question. D'abord parce qu'on me fait signe en régie qu'il faut arrêter les bêtises. Moi, il y a un truc qui me perturbe. La commission qui a généré ce petit déj, elle s'appelle IA et santé. Et on n'a pas dit le mot IA. Alors je pense que c'est parce qu'il y a de l'intelligence naturelle dans cette salle et qu'on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Ça, c'est fait. Jérôme, allez, après tout est numérique. Alors, l'apport de l'IA dans la prévention santé, pour toi, ça peut être quoi? C'est quoi et ça peut être quoi? Comme pour le numérique de façon globale, il y a des opportunités, il y a des risques. Quand on regarde en fait un des premiers cas d'usage de ChatGPT, c'est des problématiques de soutien psychologique. Le problème, c'est que ChatGPT n'est pas designé pour ça, donc il y a des biais de renforcement, des biais de validation, donc c'est pas la bonne posture. Des suicides. Voilà, ça a conduit, là ils ont travaillé beaucoup dessus avec beaucoup d'experts, mais ça a conduit les personnes à aider, notamment un adolescent, à aider à se suicider, donc il y a un problème de cadrage et de sécurité. Donc les LLM, ils jouent son rôle naturel, les personnes, c'est un cercle de confiance qui est neutre, qui est confidentiel, qui peut être puissant pour aider une prise de conscience, etc. Par contre, quand il n'est pas cadré dans un dispositif et quand il n'y a pas aussi des humains ou des cliniciens dans la boucle, ça peut être très dangereux. Donc nous, la façon dont on a d'approcher le sujet, bien sûr, c'est d'utiliser l'IA, et maintenant l'IA en frontal des utilisateurs, mais l'IA permet d'affiner les parcours, donc de recommander de façon plus puissante des parcours, d'affiner la détection, parce que si on a 10 fois plus de texte, on a 10 fois plus de capacité de détection, d'arriver aussi à mettre un humain dans la boucle quand il le faut. Donc l'IA, elle aide le parcours, elle aide la prise de conscience, mais bien sûr, on a une supervision clinique, on a des humains qui regardent tout ça, et quand c'est absent, il faut faire très très attention. Et même avec tout ça, nous, on a des systèmes aussi de scoring qui permettent de valider quelle est la performance de cette IA. Donc il y a un framework international qui s'appelle BERA, ChatGPT score 70 sur 100 sur ce framework. Nous, on est à 90. Pourquoi? Parce qu'on a mis une surcouche, un agent de sécurité qui, à chaque prompt, regarde est-ce que la personne a un risque suicidaire. Donc ça crée la latence. Du coup, ChatGPT, il veut un service qui soit rapide, mais nous, on veut un service qui soit avant tout safe. Donc voilà, on crée des surcouches à l'intérieur qui sont spécialisées sur des problématiques de santé mentale. Donc voilà, donc oui, bien sûr, ça crée meilleure détection, meilleur usage, c'est un vrai cas d'usage. Par contre, il faut le cadrer et il faut mettre de la sécurité à l'intérieur. Cool. J'ai une dernière question pour vous. Vous avez 3 mots pour répondre chacun. Si je vous donne une baguette magique, et c'est la conclusion, pour améliorer la prévention en santé en France dans les entreprises, vous me répondez quoi? Un seul truc. Un seul truc, je vois. Je vais faire la Miss France. Il y a plus de maladies et qu'il y a la paix partout. Applaudissez-le. Bon, maintenant, souviens-toi que ta directrice de la communication n'est pas là et reformule. On a un savon, mais c'est pas grave. En fait, ce qui est important, je pense que la seule chose que je pourrais souhaiter, c'est qu'on sorte la prévention de là où on l'a mise maintenant. Là, on l'a mis d'une façon un peu atomisée partout. J'aimerais bien qu'on la sorte du ministère de la Santé pour la mettre au niveau du bureau du Premier ministre. C'est interministériel. Et bien là, en fait, on va pouvoir créer une ambiance, une infra-organisationnelle que les entreprises sur lesquelles les entreprises peuvent compter pour pouvoir aller. Est-ce que ça lui permettrait de prévoir les motions de censure à l'Assemblée aussi, non? Alors, possible. Après, on peut passer aux dictatures, mais ça, c'est... Amandine? Je
Je souscris aux propos que Swat vient de tenir et je rajouterai interopérabilité, partenariat public-privé et validation scientifique. Jérôme, c'est à toi le mot de la fin. Une baguette magique. Pour moi, c'est créer des vrais mécanismes d'incitation financière au niveau des entreprises. Donc il y a un dispositif intéressant qui s'appelle l'EAGS, au degré de solidarité, qui est par exemple limité à certaines branches professionnelles, 2% de cotisation de prévention. Pour moi, il faut déjà l'élargir à toutes les branches, donc il y a des poches de prévention qui soient disponibles et fléchées correctement dans les entreprises. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a des vraies incitations aussi financières, comme par exemple pour les arrêts de travail ATMP, donc les bonus-malus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer la sinistralité vraiment sur les problématiques de santé mentale. Reconnaître un burn-out comme maladie professionnelle, c'est super compliqué. Donc comment on arrive à améliorer finalement cette mesure de la sinistralité, comment on crée des vrais systèmes d'incitation bonus-malus, comme la TMP au niveau des entreprises. Voilà. Là, ça va dégager naturellement des actions, parce que s'il y a de l'incitation financière, ça fait. Merci. Merci à tous les trois.